Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Alors si je vous dis, ou plutôt si je vous chante Adieu foulard, adieu madras, ou si je vous dis Bossu à bossu corps, ou encore Marie-Clémence maudit, je suis sûre que cela vous parle et que vous connaissez même par cœur les textes de ces chansons qui vous ont bercé ou soutenu vos soirées les plus festives. Alors, nous recevons aujourd'hui une autrice pour vous parler de ses chansons grivoises, paillardes ou coquines. Nous recevons Esther Eloida. Esther, bonjour. Bonjour Claire et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue dans notre émission Au gré des pages sur notre plateau de Zitata. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Alors, vous nous présentez votre ouvrage, 4 siècles de chansons grivoises et paillardes aux Antilles-Guyane, publié chez Caraïbes Éditions. Et je rappelle que vous êtes docteur en musicologie et anthropologie musicale et que vous avez réalisé votre thèse sur ce thème des chansons et textes et chansons grivoises. Tout à fait. Alors, j'ai envie de vous demander tout de suite, qu'est-ce que c'est que les chansons grivoises ou les chansons paillardes? Alors, Et quelle est la différence entre les deux? vous faites bien de poser cette première question qui est très pertinente, hein, parce que chez nous, on a tendance à appeler ce répertoire chanter mal élevé ou simplement chanter grivois, et on a on ne sait pas toujours faire la différence entre le grivois, le paillard et le coquin. Donc, le grivois, ce sont toutes les chansons à boire. Qui est relatif à la boisson. Qui est relatif à la boisson, mais évidemment à ce double sens coquin qu'on peut lui reconnaître. Et puis il y a aussi les chansons paillardes qui a trait à tout ce qui concerne la nourriture, comme par exemple la chanson des léopards qui est très connue, Maïs. Ils l'ont qu'en maïs, ils n'y prennent qu'en maïs, mais c'est pas en maïs. Donc en fait, tout est allusif, mais en lien avec la nourriture ou des ustensiles de cuisine, comme par exemple, maman envoyé à l'école Dao Lagador pour apprendre l'ABCD Dao Lagador. Première lecture pour les petits, ils pensent effectivement qu'on parle de cuisine, mais en réalité, il est question d'une autre sorte de cuisine et de caisson, en fait, de casserole. Donc chaque fois, c'est des doubles sens en C'est fait. surtout des doubles sens. Et puis, il y a aussi les chansons coquines, qui sont surtout des chansons que nous retrouvons durant la période de Saint-Pierre, hein, quand c'était le Petit Paris. Et donc, on a les biguines coquines, qui sont des chansons qui sont en dessous de la ceinture et qui sont aussi à double sens, qu'on ne comprend pas à la première lecture pour les oreilles qui ne sont pas initiées et qui sont beaucoup plus allusives pour les personnes adultes. Alors, depuis quand datent ces chansons coquines, paillardes ou grivoises et dans quelles circonstances elles ont été écrites? Ah ben, ces chansons datent depuis la période de l'esclavage, hein, depuis le XVIIIe siècle. Et donc, du coup, au fur et à mesure que nous avons évolué dans le temps, les textes ont évolué, hein, comme on entend aujourd'hui. Alors, en général, quand elles étaient chantées, c'était surtout pour soit se moquer de l'autre, soit pour s'amuser, soit pour les moments festifs, hein, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Mais en réalité, à l'époque, au 19e siècle en tout cas, quand les matadors, qu'on appelait les matadors, étaient dans les rues de Saint-Pierre, en fait, il faut savoir que les matadors, c'était des prostituées et elles utilisaient la chanson pour faire passer leur message. Donc, ça pouvait être de véritables chroniques. Ça pouvait être effectivement des faits d'actualité qui se passaient dans la ville de Saint-Pierre. Et en réalité, ce sont des personnes qui vivaient à cette époque pouvaient savoir de qui il s'agissait. C'était comme notre WhatsApp aujourd'hui, notre France Ou le Antille. France Antille, ou le Voilà. journal Ou le journal. quotidien Tout à fait, tout à fait. qui relatait un peu l'actualité du moment. C'est ça, exactement. Alors, c'est le sujet de votre thèse, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces chansons? Ben, je pense qu'en fait, déjà, ça fait plus d'une vingtaine d'années que ce répertoire m'interpelle, hein, et m'amuse, et ça me fait rigoler, surtout durant la période de Noël, durant la période de Carnaval, on entend un certain nombre de choses. Mais au-delà de ça, effectivement, il y avait les biguines coquines que j'entendais. Et C'est de par votre métier de musicologie ou d'anthropologue musical que cela vous a intéressé? non, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais étudiante.
hein. Il faut savoir que j'étais étudiante à l'université de Nice-Sophia Antipolis où j'ai préparé une maîtrise en ethnomusicologie. Et évidemment, dès le départ pour la préparation de mon mémoire, je voulais m'atteler à cette recherche. Et finalement, ça m'a été déconseillé parce que personne n'y trouvait d'intérêt. On se disait, bon, pourquoi ne pas plutôt vous intéresser à la haute taille, à la biguine ou au belay? En fait, des thèmes et des répertoires qui avaient déjà fait l'objet d'études. Et moi, je disais, mais non, mais enfin, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Mais je n'étais pas suffisamment armée, si vous voulez, pour pouvoir me confronter aux préjugés et aux on-dit et à tout ce qui aurait pu se dire par rapport à ce thème de recherche que j'avais choisi. Alors justement, vous dites que vous avez rencontré des grands moments de solitude Oui. et que ça n'a pas été facile. Quelles sont ces difficultés que vous avez rencontrées pour réaliser cette thèse? Ah ben déjà, les grands moments de solitude, c'est se retrouver face à un matériau qui existe et que personne ne reconnaît et qui est dévalorisé et qu'on ne considère pas comme faisant partie de notre patrimoine, hein, et comme faisant partie de nous. Et il y a aussi le fait de rechercher des interlocuteurs pour pouvoir avoir des éléments de réponse, hein, à mes questionnements, hein. Ce sont souvent des professionnels du milieu de la musique. Et c'est de pouvoir aussi trouver des personnes lambda pour pouvoir témoigner de ce type de répertoire. Ben, ça a été très compliqué, justement, de trouver des personnes qui acceptent de participer à cette enquête de terrain et également qui acceptent de pouvoir m'apporter des éléments de réponse concernant le processus de création de ces chansons. Mais à force de persévérance, d'endurance, parce que en fait, le travail de thésard, c'est un travail qui se vit seul, mais en même temps, à force de persévérance, on finit par tomber sur les bonnes personnes qui vous ouvrent des portes au fur et à mesure. Et c'est comme ça que finalement, j'ai pu rencontrer des artistes reconnus de chez nous, qui ont compris la question de la transmission et qui ont compris où je voulais en venir. Parce que quand on fait un travail de thèse, on ne dit pas forcément ce qu'on veut faire. On dit simplement, je veux faire une recherche sur... Et les gens ne sont pas dans votre tête pour imaginer jusqu'où vous allez. Et puis peut-être que vous-même, au fur et à mesure que vous avancez dans votre recherche, ça s'éclaircit sur la finalité du travail, en fait. S'éclaircir, oui. En fait, je savais où je voulais en venir. Après, effectivement, au fur et à mesure qu'on avance, on se dit, ah oui, ben, heureusement que j'avais persévéré. Au moins, j'ai ce type d'éléments de réponse que je peux. Parce que souvent, quand on arrive sur un sujet de thèse, on a des idées arrêtées. Je pense que c'est plutôt ça. Oui. C'est qu'on se dit, on va arriver à tel truc, tel truc. Et moi, votre réflexion évolue. Voilà. Et ma réflexion a évolué dans ce sens en se disant, ah non, je ne peux pas faire dire au terrain ce que je pense dès le départ et ce que tout le monde pense. Donc voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans votre ouvrage parce que ça vous a amené vous-même à vous questionner et vous vous êtes rendu compte que ces chansons, non seulement elles étaient importantes pour la transmission, mais qu'elles apportaient justement un plus dans la connaissance historique des faits que nous pensons connaître. C'est ça. Non seulement de la connaissance historique de faits qui ont été très longtemps occultés dans notre histoire, mais aussi notre connaissance de nous-mêmes. Parce qu'au final, quand on commence à étudier ces répertoires, on se rend compte qu'il y a des éléments de réponse concernant nos relations, les relations hommes-femmes, la relation intergénérationnelle, et puis aussi toutes les questions en lien avec l'histoire même du peuple martiniquais. Parce que, comme on a eu l'occasion d'en échanger bien en amont, hein, ce répertoire nous permet déjà de pouvoir dire ce qui s'est passé entre la période de l'esclavage et 1946. Parce que pendant longtemps, quand on demandait quelle était l'histoire de la Martinique, on se disait, ah ben, en fait, notre histoire, c'est 1848, 22 mai, on a eu l'abolition de l'esclavage, et puis 1946, on a la départementalisation. Et moi, toute la question, c'était, mais quel est ce vide? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Est-ce que finalement, nos ancêtres, ils se sont rebellés et puis après, c'est tout? On est content. Et non, toute la question était de savoir comment ils s'étaient organisés, comment ils ont fait face aux différents enjeux qui se présentaient face à eux, hein, parce qu'on sait très bien finalement que quand ils ont décidé de prendre leur liberté, tout n'était pas acquis. Il fallait avoir un terrain, il fallait avoir de quoi se nourrir, voilà. Donc c'est tout l'intérêt de ce matériau qui nous permet justement au fur et à mesure d'avoir des éléments de réponse. C'est ça, parce que vous avez réussi à réunir une soixantaine de textes, 60 pour être précise, chansons, et c'est non seulement les chansons, mais c'est aussi évidemment les paroles. Et vous êtes remonté sur les 4 derniers siècles, ce qui est beaucoup
connaît, enfin, on sait que le matériau était compliqué à retrouver. Oui. Comment vous vous êtes pris? Vous avez dit que vous avez rencontré de nombreux chanteurs ou personnalités, mais encore. Mais au-delà de ça, il y a effectivement les vecteurs, enfin les anciens de la tradition du Belay particulièrement, qui se trouvent à Sainte-Marie, il fallait aller à leur rencontre. Mais au-delà de cela, il fallait aussi aller là où se trouvent les archives, hein, c'est-à-dire à Paris, voir à la BNF quel type de documents qu'on pouvait avoir, qui pouvaient exister et les scruter. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites une recherche sur les chansons grivoises et paillardes des Antilles-Guyane, vous tombez sur mon ouvrage. C'est fou. Alors que moi, je viens faire des recherches Ouais. sur ce que j'ai écrit et je me rends compte que finalement, c'est le seul document de référence, c'est celui-ci. Donc, il y a véritablement un travail à faire auprès de la BNF pour pouvoir récupérer, répertorier ces textes qui existent Oui. et puis dire à la BNF, eh bien oui, voilà, il y a tel texte qui existe que vous pouvez référencer comme étant... Parce que à l'époque, c'était plutôt intitulé Chanson nègre, vous voyez? Donc, Oui, ou chanson une question créole, d'identification voilà, et de c'est répertoriation ça, de ces textes, en tout à fait. fait. Alors, dans votre ouvrage, vous traitez des Antilles-Guyane, hein, c'est important de le souligner, aussi bien les chansons de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, qui ne sont pas forcément les mêmes, Oui. et chaque département a un peu ses spécificités. C'est ça, et je traite aussi d'Haïti. Il y a quelques chansons Oui, d'Haïti exact, également. exact. Alors, le premier texte créole sur lequel vous êtes au plus haut remonté date de 1754, et donc il a été traduit phonétiquement en français. C'est ça, Et donc c'est Lisette quitter la plaine. voilà, c'est ça. Lisette quitter la plaine, on pourra dire que c'est ce qui est d'intéressant avec ce texte, c'est que c'est la première écriture créole que l'on retrouve. Donc on appelle ça Créole traduit en français ou créole? Non, c'est enfin, ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est la première écriture créole qu'on trouve, qu'on appelle le proto-créole. Voilà, c'est le début de la langue créole, de l'écriture de la langue créole. Donc, évidemment, il faut savoir qu'à l'époque, les esclaves ne savaient pas écrire la langue française. C'est pas que c'était des gens qui, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans Oui. l'histoire, mais simplement, ils ne savaient pas écrire. Donc, il a fallu qu'un colon, entendant la chanson, se dise eh ben, cette chanson m'intéresse, elle me plaît, je vais la retranscrire. Donc, il retranscrit cette langue créole qu'il entend phonétiquement. Donc, c'est pour cela qu'on parle de proto-créole, parce que quand on lit le texte, on voit bien qu'il y a des termes français pour essayer de faire entendre phonétiquement ce que l'esclave a chanté. Donc, c'est pour ça qu'au lieu de dire Lisette a quitté la plaine, on aura Lisette quitté la plaine, moins perdu, bonheur moins. Donc, on comprend que, voilà, donc c'est une façon justement qui nous permet de non seulement étudier la langue, mais de nous rendre compte effectivement qu'il y avait déjà une première Alors, si trace. on s'arrête un petit moment sur la signification de cette chanson, en fait, vous m'expliquez que en fait, elle est révélatrice justement de faits historiques qui ne sont pas forcément retracés. C'est ça, c'est-à-dire que souvent on parle du droit de cuissage entre le maître qui va abuser de la femme esclave et qui va même demander à son fils pour avoir son premier rapport sexuel plutôt que d'aller vers une blanche, ben, c'est avec l'esclave de maison, enfin l'esclave qui est là, et jusqu'au viol, tandis on ne pose jamais le regard sur l'homme. Souvent quand on parle des violences faites, on parle des violences faites aux femmes, on ne parle pas des violences faites aux hommes. Et là, dans ce cadre-là, effectivement, on a un cas où on a un homme qui se retrouve finalement en relation avec la maîtresse. Peut-être qu'il est bien content. Un homme esclave. Un homme noir, esclave. ouais. Il est peut-être bien content de son affaire. Sauf que, entre-temps, effectivement, dans cette relation, il a quand même une amoureuse qui est une négresse, hein, qui est esclave, et finalement qui se retrouve visiblement mise de côté par rapport à cette femme blanche. Et ce qui est d'intéressant dans ce texte... cette esclave, c'est Lisette. Et cette esclave, c'est Lisette. Et donc, ce qui se passe, c'est que on peut imaginer que la maîtresse, pour pouvoir justement... Abuser de son esclave. C'est ça. En fait, continuer à entretenir cette relation avec cet esclave, fait partir Lisette de la plantation. Parce que vous pensez bien qu'au XVIIIe siècle, quelle femme esclave, à moins d'une fuite, fuite comme les négresses marrons ou les nègres marrons, partirait dans une autre habitation.
Là, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Elle partirait plutôt dans une forêt, dans les mornes. Mais là, on vous dit que Lisette a quitté la plaine pour aller ailleurs, dans une autre habitation. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement la réponse de Lisette à Colette qu'on ne pourra pas entendre, puisqu'on ne retrouve pas la chanson auditive. Mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que Lisette, elle dit oui, mais au quittez-moi pour en femme qui t'est plus meg qui moi, qui pas ni tété, qui pas ni gros bonda, et etc. Et 18e siècle, on parle de bonda et on parle de tété. Mhm, mhm. On parle de fesses. Ouais. Donc, je suppose qu'au 18e siècle, ça devait être très choquant d'entendre ce type de répertoire. Oui, donc ça a une double révélation, à la fois sur le fait que effectivement le doigt de cuissage existait dans l'autre sens, C'est ça. et en plus sur l'utilisation de mots relatifs au corps, en Tout à fait, fait. qui est utilisé de façon claire. Tout à Alors, je vous propose d'écouter un extrait de ce premier texte créole de 1754, Lisette, quitter la plaine. Lisette quitte la plaine, mon père dit bonne à moi. Y a moins semblé fontaine, ni puis mon panier est oui. Les jours comme en cours des cannes, mon songe amour à moi. La nuit dans mon cabane, tendre mi motin bédoui. Alors, c'est intéressant parce que non seulement on entend les paroles, mais en plus, c'est une opérette. C'est ça, Donc, en tout à fait, fait. un texte créole qui a été mis sur un style musical De de l'opéra. l'opéra. Et c'est très typique de ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire que les esclaves, qui étaient souvent par exemple des esclaves à talent, on les appelait des esclaves à talent, ils avaient tendance à recopier ce que le maître faisait. Donc, ils ont créé leur propre opérette vous voyez, incroyable. dès le 17, Ouais. voilà, dès le 18e siècle. Et ils reprennent effectivement un air qui existe déjà au 18e siècle, qui est un air d'Albanese, hein, qui est un compositeur italien. Donc vous voyez bien que finalement, il y a une transmission de ce qui se passe et qui s'écoute dans la société bourgeoise ou la société coloniale et qui est reprise par ces anciens esclaves. Alors, il y a aussi des chansons qui nous ont bercés et qui ont traversé les siècles, hein, comme À la Clairefontaine, que je pense que tout le monde connaît, qui date de 1704 et qui a été en version chantée 1790, qui pose le sujet de la perte de la virginité pour une jeune fille. Et puis, il y a aussi Adieu Foulard ou Adieu Madras qui a été repris X fois et que vraiment, là, tout le monde connaît. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement tout le monde connaît, mais en fait, on ne connaît pas le sens de ces C'est chansons. ça. On ne se doute pas ce qu'il y a derrière. C'est toute une histoire. Parce qu'effectivement, quand parce qu'il faut se dire que c'est une chanson à réponse, hein, puisque on a la femme qui chante Adieu Foulard, Adieu Madras, et il y a le commandeur qui lui répond. Donc en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à cette époque, rappelez-vous, à Saint-Pierre, on avait les marins qui arrivaient, et donc on avait aussi, je vous ai parlé des matadors tout à l'heure, donc on avait aussi des prostituées, et aussi la prostitution était le seul moyen d'assurer une subsistance à sa famille ou peut-être avoir un certain statut social. Parce que les matadors, à l'époque, elles étaient respectées dans la ville de Saint-Pierre. Il ne fallait vraiment pas leur chercher la petite bête. Donc, en réalité, quand elle dit « Adieu, Foulard, Adieu, Madras », et à une période, je ne me rappelle plus exactement de l'année, mais vous pouvez retrouver dans le livre « 4 siècles de chansons grivoises et paillardes aux Antilles-Guyane », la France demande justement à ses militaires, à ses marins, de repartir parce qu'ils n'ont plus les moyens de subvenir à leur subsistance. Donc, du coup, les marins s'en vont et ces prostituées se disent, ah ben, elles vont perdre tout ce qu'elles avaient, c'est-à-dire tous les avantages qu'elles avaient, tous les bénéfices, que ce soit le collier chou, les bijoux en or, le madras, ce sont des choses de qualité qui avaient de la valeur et qu'elles ne pourraient plus avoir pour pouvoir justement assurer ensuite la subsistance. Et il n'y a pas que
les bijoux, etc., il y a aussi les finances, hein, La nourriture, la nourriture enfin, et puis les finances qui leur permettaient d'acheter de la d'acheter. Voilà, nourriture. voilà, c'est ça. Effectivement, quand on décompose la parole, on comprend bien adieu foulard, adieu madras, adieu collier échoue. Oui. Euh, Adieu grain d'or, adieu coléchou. ouais, Doudou en moins qui capati, hélas, hélas, c'est hélas. pour toujours. Elle dit pas il va revenir. Elle comprend que c'est terminé. La France a décidé qu'ils ne reviendront plus. Donc il faudra qu'elle pense à une autre façon de subvenir à ses besoins. Et comment vous expliquez ces chansons qui ont traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui, on les chante toujours? Et qui Ben, ont été réinterprétées par des différents chanteurs. On va écouter tout à l'heure Henri Salvador qui a repris cette chanson, mais comment vous expliquez que ça ait traversé les siècles? Parce qu'on est une société de l'oralité. Il faut d'abord se rappeler de cela, hein. Quand on parle justement de Lisette quitter la plaine, vous voyez bien que c'est un colon qui écrit. Mais dans la société, dans notre société, on est basé sur une société de la transmission orale. Et donc, les parents chantent, etc. Et on se la chante au fur et à mesure. Et même lorsqu'on est à l'école, on voit bien que les maîtresses d'école nous finissent par nous apprendre cette chanson. Oui. Donc, et à mon avis, parfois, effectivement, on fait passer la chanson parce qu'il y a un fait à l'intérieur qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut retenir et qui fait partie de notre mémoire collective. Comme quoi? Eh bien, comme le fait que, rappelez-vous, cette histoire d'esclavage, il y a eu aussi cette question de la prostitution. Il y a eu aussi des femmes qui étaient obligées de se prostituer, même après l'abolition de l'esclavage, parce qu'elles n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. C'est une transmission presque inconsciente, parce que quand on transmet ces paroles, ces chansons, on oublie le sens et on oublie l'origine. Bien En sûr. tout cas, on ne la connaît pas forcément. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est une transmission qui se fait de façon Inconsciente. inconsciente. Jusqu'à ce qu'il y ait une anthropologue et une musicologue qui arrivent et qui se disent, eh ben, il y a quelque chose à faire. Merci Esther Elouadin. Je vous en prie. Alors, on va écouter un extrait de Adieu foulard, adieu madras, même si vous les connaissez tous. Adieu foulard, adieu madras, adieu grain d'or, adieu collier jour, doudou en moins qui capati, hélas, hélas, c'est pour toujours. Doudou en moins qui capati, hélas, hélas, c'est pour toujours. Alors, on retrouve Henri Salvador sur cette interprétation. Là, on parlait des chansons du XVIIe ou du XVIIIe siècle, mais en fait, elles ont continué à être écrites. Et il y en a aussi qui sont dans les années 60. Et on voit que ces chansons, en fait, continuent à traduire l'évolution des mœurs. Tout à fait. Et notamment dans les années 60, avec la libération des mœurs, les chansons se sont adaptées. Tout à fait. Et les chansons s'adaptent à l'environnement et à ce qui se passe. Alors, c'est pour ça que je parle des chanteurs de chansons du répertoire de chant mal-élevé, hein, je dirais, comme des canteurs. Parce que pour moi, ce sont des personnes qui voient ce qui se passe dans la société et ils vont anticiper en disant voilà ce que je vois et voilà ce qui va arriver. Et moi, je trouve ça merveilleux. Et c'est après, quand ça éclate au grand jour, c'est-à-dire que quand ils la chantent, ça choque tout le monde. Et quand ça éclate au grand jour, finalement, ça devient... tout le monde s'en approprie et finalement, ça devient presque banal. Ça devient banal. En fait, les mœurs sont actées. C'est ça, au fur et à mesure. Dans le comportement de la société. Tout à fait. Alors, on n'aura pas le temps d'écouter certaines de ces chansons, mais bon, je vous invite à regarder le livre et à les redécouvrir parce qu'en fait, elles sont assez toutes connues. Il y a une série sur la nécessité de prendre des précautions pendant qu'on a des rapports, avec Francky Vincent notamment qui arrive et qui, lui, traverse les années oui, on peut pas, et les océans oui. aussi. Oui.
on peut pas ne pas parler de Francky Vincent quand on aborde ce type C'est de ça. répertoire, évidemment. Et effectivement, on a dit que les chansons traversaient les siècles, les années, mais Oui. elles ont traversé les océans, Bien typiquement sûr. avec Francky Vincent. Pas que Francky Vincent, Oui, puisque quand vous avez la Biguine de la canne à sucre, et puis on a aussi les Bal Bolmé à Paris, eh ben, ce sont ces chansons-là, hein, ce sont les Biguines de Saint-Pierre qu'on entendait déjà dans le Paris des années 1930. Et c'est puis ça. aussi, il y a aussi Stélio dans les années 1928. Enfin bref, je veux dire que c'est notre répertoire à traverser le temps, sans pour autant qu'on ne s'intéresse vraiment à ce que ça pouvait dire. C'est ça. Bah, écoutez, je pense que ça va éclairer plus d'un et ça va donner envie de se replonger dans ces textes et dans ces chansons. Merci en tout cas, Esther, Merci à vous. et merci de nous avoir éclairés sur cette période et ces chansons. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission s'achève et je vous donne rendez-vous pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.